Bonjour à tous. Je vous propose de commencer à l'heure pour notre conférence mensuelle qui reprend en cette rentrée 2020, puisque nous étions vus la dernière fois début juillet, avions fait une pause début août, fin juillet, début août. Et donc nous reprenons notre cycle de conférences mensuelles avec nos investisseurs. Bruno Bernstein et moi-même sommes ravis au nom de l'équipe Finaltis de vous accueillir. Cette conférence durera 1 heure et a pour vocation de vous partager avec vous les idées, nos idées sur les marchés financiers, sur la gestion de nos fonds passés et tels que nous l'anticipons dans les semaines à venir. Les règles du jeu sont simples. Le chat de Zoom est ouvert. Vos micros sont éteints. Bruno et moi avons le privilège d'être les seuls à pouvoir parler, mais toutes les questions sont les bienvenues sur le chat. Et en fin de présentation et d'intervention, nous prendrons ces questions en fonction du temps qui restera pour les traiter du mieux que nous pourrons. Je vous propose de commencer tout de suite. Donc, Finaltis, un avertissement, puisque nous sommes une société de gestion, et je crois que tous, professionnels de la gestion, connaissons cet avertissement par cœur. Donc, on va pouvoir le passer, ne pas le lire ensemble, ce qui serait fastidieux, afin de débuter véritablement par quelques chiffres qui valent bien et certainement mieux qu'un long discours. Ces chiffres sont basés sur les résultats à hier soir, donc intègre les journées de marché d'hier en Europe, puisque les marchés américains étaient fermés hier. Et en l'occurrence, les deux fonds de la gamme Finaltis qui correspondent à la gestion patrimoniale en actions, que sont Finaltis Titan et Finaltis Digital Leader, affichent cette année de bonnes performances. Le fonds Finaltis Titan est revenu à moins 2% depuis le début de l'année, après une année 2019 excellente, où il flirtait avec les 20% de performance sur l'année, et un rebond depuis le plus bas qui, pour Finaltis Titan, correspondait au 23 mars dernier, de 37%. Finaltis Titan qui reflète le cœur de nos portefeuilles de gestion patrimoniale et le cœur de ce que nous appelons l'equity, investment grade equity. Finaltis Digital Leader, notre fonds thématique sur les leaders bénéficiant de la digitalisation accélérée de l'économie, on y reviendra, affiche une performance de 17% depuis le début de l'année à hier soir, après une performance de 37% en 2019, un rebond de plus de 45% depuis son plus bas qui était mi-mars dernier. Donc des performances qui ont été saluées par certaines bases de données, et sans vouloir faire de publicité pour nos camarades de Cantalis, Finaltis Titan vient d'obtenir sa 5e étoile pour fêter son 5e anniversaire de gestion. Passons rapidement maintenant, comme il est tradition dans notre conférence mensuelle, au point de géopolitique d'attention avant de parler des marchés financiers proprement parler. Nous aimons, vous le savez, nous attacher à décrire les points géopolitiques auxquels on ne fait pas nécessairement attention aujourd'hui, mais qui auront un impact très fort sur les marchés. Alors on a fait un choix, c'est de ne parler que d'un seul point d'attention, et il est, pardonnez-nous, un peu tarte à la crème, puisque tout le monde en parle. Ce sont en l'occurrence les prochaines élections américaines, on ne peut pas les rater, on en parle partout. Et donc le 3 novembre prochain les Américains désignant leur prochain président. Ça nous semble extrêmement important d'avoir ces dates clés en tête, notamment les dates des prochains débats, les 4 débats qui auront lieu, 3 débats entre les candidats à la présidence et un débat entre les 2 candidats à la vice-présidence qui auront lieu d'ici le 3 novembre. Donc vous avez les dates sous les yeux. Ce seront des débats qui se tiendront systématiquement en environnement universitaire dans différents États. Nous vous proposons, et c'est une forme de clin d'œil, un rappel, car il est de coutume en Europe, en France particulièrement, de faire du Trump bashing. N'oublions jamais, et Trump le sait parfaitement, ce que signifie son patronyme, que Trump, c'est à la fois au jeu un atout, la capacité de couper quelqu'un au jeu à l'atout et d'éclipser quelqu'un. Et je pense que Joe Biden sait parfaitement ce que signifie Trump. Et également une forme de rappel sur une déclaration qui n'est pas
récente, puisque Donald Trump, alors qu'il était encore candidat, pas encore désigné par le Parti républicain comme représentant du parti aux précédentes élections présidentielles, avait déclaré quelque chose qui avait défrayé la chronique à l'époque, et c'était une provocation, ça avait été perçu comme une provocation, mais il l'a illustré tout au long de son mandat, et c'est encore vrai aujourd'hui. Il avait déclaré qu'il pouvait se tenir au milieu de la 5e avenue et tirer sur quelqu'un sans que ça lui coûte des voix d'électeurs. Et on observe effectivement que de l'histoire américaine des instituts de sondage, c'est la première fois qu'on a une telle stabilité de l'électorat trumpiste qui lui est indéfectiblement acquis, vaille que vaille et quelles que soient les informations. Donc il convient de s'en souvenir, ça va être très fluctuant dans les prochaines semaines et prochains mois jusqu'aux élections. Tout le monde regarde cela, pas seulement les Américains, les Chinois aussi, les Russes et même les Européens et les Britanniques, dans le cadre de la négociation sur le Brexit, attendent de savoir qui sera le prochain locataire de la Maison-Blanche. Sur le marché à proprement parler, il se passe des choses intéressantes avant de revenir à la crise du Covid, puisqu'on a un marché des options autour de cette date du 3 novembre qui est intéressant, même s'il faut démythifier la chose. Joe Biden n'est pas un extrémiste et il a réussi, en tout cas à ce jour, à museler la partie très gauchisante de son parti dans le cadre de cette élection face à Trump. Revenons rapidement à ce qui, aujourd'hui encore, motive beaucoup et intrigue et inquiète ou intéresse, c'est selon, on y reviendra, les marchés financiers, la crise du Covid, dont on n'est pas sorti, puisqu'il est aujourd'hui évident que la reprise en V, qui était un scénario évoqué par beaucoup, est un rêve envolé, comme nous l'écrivons ici, et que la question qu'on doit se poser, c'est comment y réagir à cette poursuite de la crise du Covid. Donc si on se souvient de ce que nous disions ensemble au cours des 5 dernières réunions, on avait bien en tête le fait que cette crise du Covid allait avoir une deuxième vague inévitable, au moins une vague économique et peut-être une vague épidémique. On y reviendra, on est toujours en fait dans une première vague épidémique en termes de risques sanitaires. D'un point de vue économique, se matérialisent très concrètement les problèmes liés au traitement de cette crise sanitaire et notamment à l'arrêt de pans entiers de l'économie et de pays entiers qui présentent évidemment d'énormes conséquences et qui posent la question qu'on s'est posée ensemble lors de nos précédentes réunions, qui est comment payer le coût, comment assumer le coût de cette gestion de la crise sanitaire et des arrêts économiques qu'elle a impliqués pour de nombreux secteurs et de nombreux pays. On y reviendra, les banques centrales sont clés en l'espèce, non sans poser quelques problèmes d'ailleurs pour le futur. Bon. Évacuons rapidement, nous ne sommes ni épidémiologistes, ni débatteurs, pseudo-experts sur les télévisions dont on nous rebat les oreilles en permanence. Quelques chiffres néanmoins, 26 millions de personnes infectées selon les comptabilisations de l'université Johns Hopkins et un nombre de cas d'infection quotidien qui est en palier haut, on le voit, et palier qui a été atteint, on est toujours dans une vague, une première vague en réalité au niveau mondial, avec un nombre de décès qui est loin de ses plus hauts connus en mars et en avril dernier, sans doute, semble-t-il, lié à des qualités de traitement qui ont fortement, et des processus, des procédures de traitement, des protocoles qui sont fortement améliorés. Nous sommes toujours au cœur de la crise sanitaire et la raison pour laquelle la crise sanitaire ne s'est pas, à ce jour, et ne semble pas vouloir se transformer en désastre économique absolu, nous le devons aux banques centrales. Bruno, en quelques mots. Oui, alors bon, c'est vrai que Finaltis n'est pas une société qui base sa gestion sur la macroéconomie, mais on fait très attention, on est des gérants, on est passionné par les entreprises, mais si dans le contexte actuel de crise, un gérant ne s'intéresse pas à la macroéconomie, le risque, c'est que la macroéconomie s'intéresse à lui. Donc voilà, nous, on veut préempter tout ça et quand même penser un peu ce qui se passe au niveau de l'économie et bien sûr, à tout seigneur, tout honneur, démarrer par les banques centrales
puisqu'il faut se rendre à l'évidence, si les banques centrales n'étaient pas là, les marchés d'actifs, en tout cas pour les actions, seraient sans doute entre 30 et 40% plus bas, même si c'est difficile, bien entendu, à démontrer. Donc, les banques centrales ont bien travaillé pendant cette crise, vous le savez tous. Elles nous ont d'abord évité le risque systémique. Alors, certains d'entre vous doivent se souvenir de l'ambiance en 2007-2008, la faillite de Lehman, des Landesbank qui allaient très mal, des SICAV monétaires qui ne pouvaient plus rembourser leurs clients. Tout ça, on y a échappé. Le risque systémique, c'est ce qui empêche les banquiers centraux de dormir et c'est ce qui peut aussi empêcher les gérants ou les clients finaux de dormir. Et je dois dire que là-dessus, pour l'instant, les choses sont bien sous contrôle. Elles ont permis également le financement des plans de sauvetage des États, bien sûr sans la monétarisation de la dette, qui consiste pour les banques centrales à se substituer aux investisseurs finaux qui ne seraient pas assez nombreux et assez puissants pour acheter la dette émise par les États et à la vitesse à laquelle elle a été émise cet été. Sans banque centrale, bien sûr, il n'y a pas de plan de relance. Et au-delà de ça, de manière plus concrète, les banques centrales aujourd'hui contrôlent un très large spectre d'actifs qui vont des papiers les plus courts, les bons du Trésor, jusqu'aux papiers les plus longs et les plus risqués, en particulier aux États-Unis, qui sont le high yield. Donc, pour le moment, la Fed notamment et la BCE non plus n'ont pas franchi le pas. Ils n'ont pas été sur l'equity, mais dans la structure du capital des entreprises, vous savez très bien que ce qui se rapproche le plus du high yield, c'est l'equity. Donc, on n'est pas très loin. Il semblerait que des véhicules spéciaux soient déjà structurés par BlackRock pour permettre à la Fed d'acheter des actions. Voilà. En tout cas, le fait de contrôler tout le spectre obligataire, c'est bien sûr aussi une manière de soutenir le marché action qui, comme on le disait au départ, ne serait pas à ces niveaux si les banques centrales n'étaient pas là. Donc, par la main magique des banques centrales, aujourd'hui, on est dans des marchés où des actifs dits risqués deviennent non risqués. Alors, les banques centrales, en revanche, font peine à voir, on va dire, dans leur incapacité à agir sur les plus petites entreprises et bien sûr les classes moyennes et modestes, parce que le gonflement du bilan de la Fed, qui est passé rien que sur l'été de 4 000 milliards de dollars à 7 000 milliards de dollars, je dirais que le petit restaurateur aux États-Unis, ça lui fait une belle jambe. Ça ne va pas changer vraiment sa vie de tous les jours et pour le coup, lui, ça ne va pas l'aider à dormir. Plus absurde finalement encore, on se rend compte que la Fed est le premier acheteur des obligations émises par Apple et s'il y a bien une société dans le monde qui n'a pas besoin de l'aide de la Fed pour son financement, c'est bien Apple qui dispose de 240 milliards de liquidités. Encore plus absurde, je dirais, les plus puissants et les plus riches des entrepreneurs américains, puisqu'à ce niveau de fortune, on trouve quasiment plus que des Américains, je dois dire, ont traversé la pandémie de manière plutôt agréable, et je précise que c'est ajusté de la baisse de Tesla, de Facebook, d'Amazon de ces 2 derniers jours. Vous voyez que l'été c'est plutôt bien passé. Donc derrière les banques centrales, il y a aussi, et on va en parler, le basculement digital du monde. Le seul milliardaire qui s'est appauvri significativement cet été, c'est Bernard Arnault, mais bon, on ne se fait pas trop de soucis pour lui néanmoins. Donc, le basculement digital du monde, c'est très dur d'en prendre conscience. On a essayé cet exercice en créant des aires en fait, qui sont proportionnelles à la capitalisation boursière des différentes sociétés. Et donc, en orange, vous avez des sociétés américaines. En bleu, vous avez des indices européens. Et on voit tout de suite que le carré en haut à gauche, qui est Apple, qui pèse aujourd'hui presque 2000 milliards de dollars en bourse, est plus gros que le CAC 40. On voit aussi on essaye de voir avec un microscope que pour distinguer Renault et Peugeot sur cette matrice à côté du gros carré Tesla, il faut prêter l'œil. On a même, pour que le carré soit pas trop petit, additionné la capitalisation boursière de Renault et Peugeot, et sans parler de la Société Générale, etc. Donc le basculement digital du monde, c'est que vous avez aujourd'hui 5 sociétés qui représentent plus que tous les marchés européens.
la Suisse, le UK, la France, l'Eurostoxx, et vous avez une société qui s'appelle Apple, qui a dépassé déjà depuis plusieurs mois la capitalisation boursière additionnée des 40 fleurons du capitalisme français, et qui a l'Eurostoxx, donc les 50 fleurons de l'économie européenne, qui a l'Eurostoxx en point de mire, puisque à la vitesse où ça va, bientôt Apple vaudra plus que l'Eurostoxx 50. Alors, ça, c'est un autre angle pour regarder ce même fait qui s'impose à nous, le basculement digital du monde. Donc, vous voyez que sur 2 ans, en fait, la barre bleue, c'était la capitalisation boursière de l'Eurostoxx 50, pour prendre le premier bar chart il y a 2 ans. Et vous voyez que ça n'a pas vraiment évolué. Même chose pour le CAC 40 qui est juste à côté. Sur Tesla, ça se passe beaucoup mieux. Là, on parle plutôt d'une multiplication par 5 ou 6 de capitalisation boursière. Et sur des boîtes qui étaient déjà incroyablement, je dirais qu'il y avait une taille déjà qui nous étonnait il y a 2 ans, puisque vous vous rappelez que quand Apple a dépassé le $1 trilliard de capitalisation boursière, il y en avait plein les journaux, il a suffi à Apple de 2 ans pour passer de 1 trilliard à 2 trilliards. Et dans le même ordre d'idée, Amazon a doublé sa capitalisation boursière, Microsoft aussi. Et si on va un peu plus sur la droite, donc on se rend compte que la capitalisation boursière des 2 plus grands constructeurs français a baissé, celle des banques a baissé. Voilà, donc le basculement digital, c'est ça. Un troisième angle qu'on va passer très vite. Là, on voit tout simplement les gros traits verts, c'est les boîtes qui ont ajouté de la capitalisation boursière. On retrouve Apple en tête et en rouge, les quelques sociétés qui ont réussi à détruire de la valeur pour leurs actionnaires sur ces 2 dernières années. Alors, tout ça, d'un point de vue boursier, on a voulu illustrer à travers ces 3 courbes. Depuis le début de l'année, on a volontairement évité le Nasdaq, parce que ce qu'on veut également affirmer avec l'utilisation de ces 3 indices qui sont des indices homogènes, c'est les indices de Standard & Poor's, la même maison, ce qu'on appelle Tech Street, c'est le Standard & Poor's 500. Le Standard & Poor's 500 qui a été largement phagocyté par les géants du digital et qui est très déséquilibré dans sa croissance, puisque les plus 5% qu'on observe depuis le début de l'année se construisent de la manière suivante. Les 5 premières sociétés ont une croissance depuis le début de l'année qui dépasse les 50% en moyenne, et les 495 autres sont en baisse moyenne de plus de 4%. Donc on est face à un indice qui s'est fait littéralement manger, dévorer en termes de capitalisation boursière, qui est sa pondération, par les valeurs du digital. L'indice qu'on a appelé Main Street, c'est l'indice Standard & Poor's 500 équipondéré, celui dans lequel on ne prend plus la valorisation par les capitalisations boursières. Donc les 5 premières valeurs les plus grosses ont le même poids que la 500e, et on s'aperçoit qu'effectivement là, on est sur quelque chose, c'est Wall Street qui est l'équipondération, on est sur du moins 4% depuis le début de l'année, et Main Street, qui sont les 600 petites valeurs du small cap index de Standard & Poor's aux États-Unis, lui, donc Main Street, à moins 12%. Voilà, donc l'écart énorme de pratiquement 17% sur des indices, donc sur des masses significatives de 500 valeurs d'un côté, 600 de l'autre, illustre très concrètement d'un point de vue boursier, en plus du déséquilibre au sein du SP500 en termes de performance depuis le début de l'année, ce basculement digital pour des investisseurs tels que nous. Alors, un mot sur Warren Buffett, qu'on a essayé une fois plus d'enterrer avant l'été. C'est vrai que les performances de Berkshire Hathaway ont été décevantes pendant la première partie de l'année. Il se trouve que ça va beaucoup mieux. On est bien placé pour voir que ça va mieux, puisque c'était la première position de Finatis Titan au début de l'été et que ça a été la première contribution pendant l'été en ajoutant 80 centimes au niveau de la BL. Et l'information qui nous semblait très importante et peut-être même la plus importante de l'été, c'est que Berkshire Hathaway a acquis, on l'a fait aussi d'ailleurs, un peu avant lui, je pense que c'est la première fois où chez Finatis on est plus rapide que Warren Buffett, a acquis une position très significative dans Barrick Gold,
il y a deux grandes sociétés minières aurifères dans le monde, qui sont Newmont Mining américaine et Barrick Gold canadienne, et il a acheté donc pour 1 milliard de Canadian dollars, c'est-à-dire 500 millions de dollars de Barrick Gold. Et c'est d'autant plus, c'est très étonnant. Pourquoi? Parce que Warren ne s'est jamais caché de sa détestation de l'or depuis 40 ans, en disant que c'était un actif complètement inerte. Lui, il aime parier sur le génie humain, les gains de productivité, et c'est clair qu'on n'achète pas ça quand on achète de l'or. Il avait même été très spécifique en 2012 en faisant le calcul suivant. Il avait dit que si depuis la nuit des temps, on regroupait tout l'or, que ça faisait un carré de 60 pieds de côté, qui aurait coûté presque 10 trilliards à acheter, et qu'avec 10 trilliards, lui, il pouvait acheter toutes les terres agricoles aux États-Unis, il pouvait acheter 16 fois ExxonMobil, bien sûr 2 actifs qui lui auraient donné du rendement, du bon lait et des bons œufs, comme il a coutume de dire, et il aurait même eu 1 trillion qui lui aurait resté pour des menues dépenses au-delà de ça. Et donc, pourquoi Warren Buffett, c'est admirable d'ailleurs, à 90 ans, il se contredit, hein, ou en tout cas, il change d'avis, ce qui est quand même remarquable, car chacun sait, pour un investisseur, changer d'avis, c'est une souffrance. Donc, l'hypothèse 1, c'est qu'il perd confiance dans le dollar. Si le dollar était une entreprise, clairement, personne n'aura envie d'en acheter, parce que je vous parlerai d'une entreprise dont le coupon baisse de manière continue. Hein. Vous savez que le 10 ans, le rendement du dollar, et donc au travers du 10 ans américain, est en baisse très significative hein, depuis la crise du Covid. On ne gagne plus que 50 BP quand on prête de l'argent pendant 10 ans au gouvernement américain. Et en plus, c'est une entreprise qui fait des augmentations de capital en continu, donc qui dilue la valeur pour ses porteurs. Et la dilution de valeur, c'est bien sûr la banque centrale qui imprime à tour de bras des dollars. Et donc, bon, nous on a très peur, je dirais, de la perte de valeur. On n'a pas de vue spéciale sur le yen, l'euro, le dollar à 10 ans, en fait, mais on est assez convaincu chez Finaltis que le pouvoir d'achat de ces monnaies va beaucoup baisser dans les années qui viennent. Deuxième hypothèse, Warren est fâché. Être fâché pour Warren Buffett, c'est ne pas pouvoir faire son métier, c'est-à-dire que ce qui est très séduisant quand vous avez cette obsession du cash, c'est que dans les périodes de crise, vous devenez le prêteur de dernier ressort. C'est-à-dire quand plus personne veut sauver une entreprise, il lui reste une solution pour sauver sa peau, c'est d'appeler Warren Buffett. C'est ce qu'a fait Goldman Sachs, vous en rappelez, qui était bien secoué quand même en 2008. Et là, c'est le moment très agréable hein, pour Warren Buffett. Son téléphone sonne, on lui demande de l'argent, il dit bien sûr, je vais vous donner de l'argent parce que vous êtes une belle entreprise, mais ça sera à mes conditions. Et je ne reviens pas sur les détails de la manière dont il a prêté de l'argent à Goldman Sachs, mais ça leur a coûté très très cher. Mais ça les a sauvés au moment clé où ils en avaient besoin. Cette fois-ci, que ce soit pour les compagnies aériennes, que ce soit pour tout un pan entier de l'économie américaine, finalement, c'est le travail de l'État fédéral. C'est l'État fédéral qui a sorti son chéquier. Et pourquoi l'État fédéral a pu sortir un très très gros chéquier? C'est parce que Jérôme Powell était derrière pour acheter la dette émise par l'État fédéral. Donc Warren Buffett, il n'a pas pu jouer son rôle hein, dans cette crise et c'est sans doute très agaçant pour lui. Et puis l'hypothèse 3, c'est que il s'est compté ce monsieur assez bien et il a un raisonnement qui est assez rationnel et qu'on a eu aussi à notre modeste mesure, c'est que le levier opérationnel, les mines, c'est un business qui a coût fixe. Donc quand vous avez l'or qui monte, vous avez un levier opérationnel absolument stupéfiant quand vous êtes actionnaire d'une mine d'or. Voilà. Et ça, c'est sans doute ce qui a motivé aussi son achat de Barrick Gold. Il faut, pour finir sur cette slide, avoir en tête que 500 millions de dollars, c'est vraiment négligeable à la hauteur de la capitalisation boursière de Berkshire Hathaway qui fait 500 milliards. Donc, s'il est rentré dans Barrick Gold, ce n'est pas pour rester avec une position aussi petite à l'échelle de Berkshire Hathaway. Alors, dans ce contexte-là, et là on va rentrer vraiment dans le cœur de la manière dont on pilote les portefeuilles chez Finaltis dans cette phase un peu complexe,
notre obsession, c'est de trouver, on n'est pas des parieurs, des gamblers en bon français. On veut trouver un bon équilibre entre deux scénarios qui sont très très différents, qui est le scénario du reopen et du stay at home. Donc reopen, vous voyez, il y a deux personnes là qui portent des petits paquets. Donc c'était la vie d'avant. On en garde un bon souvenir, mais ça paraît loin. On allait faire les courses en masque, c'était super. Et ça, on ne sait pas du tout quand ça va revenir. Et toutes les boîtes qui sont sur un pari de l'économie, que l'économie va réouvrir, elles ont tout en commun un problème, c'est que leur dynamique de résultat a été dégradée, probablement pour longtemps. Bien sûr, le secteur qui vient à l'esprit, c'est l'aéronautique. On sait très bien que ça ne va pas se remettre en 6 mois. Elles ont d'autre part une incertitude très forte sur le comportement futur des consommateurs, parce que quand bien même il y aurait des bonnes nouvelles sur le front sanitaire, à quel moment les gens vont reprendre plaisir à sortir, à faire les courses, à aller au restaurant. Et ça, c'est plus je dirais, les sciences comportementales que les sciences économiques qui peuvent nous le dire, et c'est hautement incertain. D'un autre côté, les sociétés qui sont dans le reopen, on a cité l'aéronautique, on pourrait citer Diageo, Pernod Ricard, on pourrait citer Sodexo, voilà, c'est des sociétés qui sont dans la tourmente, mais on sait très bien que dans ce domaine-là, il va y avoir beaucoup d'opérations de fusion et acquisition, et c'est sans doute les sociétés qui ont accès à la liquidité qui vont pouvoir profiter des difficultés du secteur et sans doute jouer le rôle de consolidateur. Et bien sûr, pour finir, dans ce secteur du reopen, on a des valorisations très attractives. Le stay at home, c'est le scénario où on resterait tous chez nous, dans notre canapé, avec un masque, à manger des chips et à commander sur Amazon. Alors là, bon, on a les sociétés dont on parle, vous imaginez, c'est PayPal, c'est Alphabet, ou c'est Facebook. On a une dynamique de résultats très positive, une accélération de la transformation digitale des entreprises et des particuliers. 2 mois après le début de la crise, Satya Nadella, le CEO de Microsoft, a dit on a eu 2 ans de transformation digitale en 2 mois. Là, on est dans cette crise depuis 4-5 mois et on n'est pas loin de penser chez Finaltis qu'on a eu maintenant 5 ans de transformation digitale en l'espace de 5 mois. Le défaut des sociétés qui font partie de cet univers stay at home, c'est que bien souvent, les valorisations sont assez excessives. Donc, nous, dans ce contexte-là, chez Finaltis, on a une approche très, très spécifique. On accepte d'aller dans le secteur du reopen uniquement si on trouve des sociétés avec un très bon crédit. Donc, il faut que les sociétés accèdent à la liquidité. Donc, vous imaginez bien que vous ne trouverez pas de Royal Caribbean dans les portefeuilles de Finaltis, des sociétés avec très mal raté par les agences spécialisées, S&P ou Moody's. Donc, nous, on est dans le reopen, mais on est sur notre cœur de compétences, à l'intérieur de notre cercle de compétences. Et chez Finaltis, on fait des investment grade equity, donc des sociétés qui sont sous l'angle du crédit, des sociétés qui sont très bien notées. Du côté du stay at home, là aussi, on a une approche très particulière, c'est qu'on investit bien sûr dans dans beaucoup de géants du digital, mais on fixe une ligne jaune et cette ligne jaune, il faut qu'on puisse expliquer la valorisation des sociétés dans lesquelles on investit et il faut que la société ait des free cash flow positifs. Dit autrement, il ne faut pas qu'elle soit dépendante des marchés financiers pour assurer son exploitation pendant les années à venir et bien sûr des sociétés comme Uber ou des sociétés comme Netflix ont largement franchi cette ligne jaune. Donc des fois ça nous rapporte, le plus souvent ça nous rapporte de l'argent, ça nous évite d'en perdre et parfois comme sur Netflix qui fait une course à la part de marché et qui sacrifie sur l'autel de la part de marché ses équilibres financiers, là on ne veut pas suivre. Alors ce transparent est maintenant traditionnel puisque je crois que c'est la 7e fois que nous l'utilisons cette année, donc je vais vous épargner cette lecture, mais en l'occurrence, le sens et la pérennité de ce transparent parle pour lui. On est absolument convaincu que dans l'environnement que la crise du Covid ne fait que renforcer et accélérer, en fait, et dont la survenue n'est qu'accélérée, eh bien les titres de propriété avec des bilans très solides
que l'on parle de valeurs titan établies ou que l'on parle de sociétés leaders de la digitalisation de l'économie mondiale, il nous semble important de garder en tête les critères que Bruno vient de rappeler et de se tenir à l'écart absolument des bilans fragiles. Nous ne sommes pas à la recherche, alors que nous avons conscience, comme beaucoup, qu'il va y avoir de très belles opportunités en matière de M&A. Nous sommes intéressés par les consolidateurs et pas trop par les consolidés, parce que nous ne nous posons pas la question du quand. Et la question du quand dans des marchés aussi bourrés d'incertitudes nous paraît insoluble. Voilà, donc... alors, le fonds qui reflète cette approche particulièrement prudente et la flexibilité de notre gestion, c'est Finaltis Titan, là encore un transparent que vous connaissez et qui rappelle tout simplement les grands principes sur lesquels nous ne voulons pas, nous ne transigerons pas. Et en l'occurrence, qu'est-ce qu'un Titan? C'est une société qui combine des qualités extrêmement rares et qui se sont illustrées, magnifiées dans cette crise du Covid très largement, d'une croissance extrêmement claire, d'une visibilité à la fois des décisions et du business model dans tous les cadres, y compris un cadre extrêmement stressé comme celui qu'on vient de connaître, et une résistance avérée aux crises, qu'elles soient sanitaires ou autres. Donc, un Titan, c'est une société rare. Et dans notre univers, il y a peu de mouvements. En l'occurrence, on a à peu près 150 valeurs Titan de part et d'autre de l'Atlantique. Et la dernière à avoir rejoint ce club très distingué, c'est PayPal, qui a fait l'objet d'une monographie dans notre rapport de gestion de juillet. En revanche, dans cet univers qui est très stable, qui est très sélectif, nous sommes très, très actifs pour magnifier ces qualités et idéalement atteindre une asymétrie du couple rendement-risque, le Graal de notre gestion, avec ces types de très, très grande qualité, en les complétant éventuellement d'une assurance de portefeuille pour dérisquer du risque de marché en vendant des puts très en dehors de la monnaie sur les indices. Alors très concrètement, qu'est-ce qu'on a fait ces dernières semaines et qu'est-ce qu'on envisage de faire en Titan? Alors, cette slide, justement, illustre le fait que la flexibilité chez Finaltis, ce n'est pas du marketing. On utilise les bornes de flexibilité permises par notre BANDA et renseignées dans notre prospectus, qui nous permettent d'être exposés aux actions de 45 à 100%. Et comme ça a été le cas les années précédentes, on a utilisé en 2020 ces deux bornes, puisqu'on a été exposé jusqu'à 100% du portefeuille, plutôt dans les plus bas du marché. Et on a eu, à certains moments, à l'entrée de l'été, on a touché la borne basse de 45% d'exposition. Donc ça, c'est sur en bleu, vous avez l'investissement, en orange, vous avez l'exposition. Qu'est-ce qui explique la différence entre le niveau d'investissement et le niveau d'exposition? Ce sont les dérivés qui sont chez Finaltis Titan, soit constitués par des puts en dehors de la monnaie sur S&P Eurostoxx, soit sur des positions futures qui nous permettent d'absorber des chocs. Et d'ailleurs, la semaine dernière, le comportement du fonds nous a permis de bien absorber cette baisse assez inattendue des marchés. Et donc, la zone grise du graphe sont la déformation des dérivés sur l'année. Là, il faut le lire sur l'échelle de droite. Et vous voyez que les dérivés peuvent à certains moments constituer jusqu'à 18 ou 20% du portefeuille. Voilà. Et les trois pics, un dernier point à préciser sur ce graphe, vous voyez trois pics gris sur la gauche. En fait, c'est les options qui se valorisaient dans Titan et les profits qu'on a pris une fois, deux fois, puis trois fois sur les options. Il nous en restait, ça se déformait tellement vite et ça nous a permis, sans ça, ça aurait été très très difficile pour nous d'avoir à la fois une dimension sécuritaire, c'est-à-dire savoir si le marché allait non pas s'arrêter à moins 30, mais aller à moins 40, moins 50, moins 60, c'est arrivé. On avait des options, mais on pouvait de l'autre côté vraiment investir face à ces options, et ce qui nous a permis de fortement capter la remontée du marché.
Alors, sur l'été, le fonds, il y a eu beaucoup de mouvements. Hein. Finaltis Titan, comme l'a dit Denis, c'est un fonds très actif dans sa dimension flexible et puis au niveau des mouvements sur les titres. Donc, les achats et les ventes principales, il y a un axe clairement sur la santé et la santé suisse, hein, la pharmacie suisse. Donc, le reporting du mois met à l'honneur la société Roche, qui est une société qui développe une vision stratégique absolument remarquable depuis presque 150 ans maintenant. Et on s'est renforcé également sur Novartis. C'est un secteur qui a très bien réagi pendant la crise des marchés en mars et avril, et qui ensuite a été délaissé tout simplement. Il y avait des choses probablement plus excitantes pour les investisseurs à faire. Et quand on a vu, alors c'est typiquement des sociétés où vous n'attendez pas que ça divise par deux pour en acheter. Hein. Quand on a vu du moins 12, moins 11 entre mai et août sur Roche et Novartis, je précise au passage que le crédit est fantastique sur ces sociétés-là. Denis l'a dit, nous, on a une obsession du crédit, de la liquidité. Il faut que nos boîtes portent un risque lié à leur business, mais pas un risque de crédit. Le rating de Roche est AA, le rating de Novartis c'est AA-. Il n'y a même pas de CDS sur Roche, c'est trop sûr. En fait, personne ne veut s'assurer contre le risque de défaut de Roche. Et le CDS sur Novartis est à 13 points, ce qui veut dire un des niveaux absolument microscopiques. Donc, il n'y a aucun stress de crédit sur ces sociétés-là. On s'est renforcé sur Visa, qui a le meilleur des deux mondes, des valorisations plus facile à comprendre que chez pas mal de leaders du digital, parce que c'est vrai que sur Visa, il y a aussi une partie commerce physique, mais Visa profite bien entendu du e-commerce. C'est une brique fondamentale dans tous les systèmes de paiement en ligne, Visa ou Mastercard. Et le gros avantage de ces sociétés-là, c'est que non seulement la valo est tout à fait digeste, mais on a une visibilité remarquable et on sait déjà, avec un risque de se tromper assez faible, qu'on aura des croissances high double digit, comme on dit en bon français, donc du 2 chiffres vers le haut pour l'année 2021. Berkshire Hathaway, on en a parlé, ça a été la première contribution du fonds. Ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est qu'à un moment, alors c'est vrai que les journaux étaient pleins de la déconfiture des compagnies aériennes qu'avait acheté Warren Buffett avec un timing malheureux, c'est vrai. Mais nous, on a des modèles, on regarde un peu comment se déforme le portefeuille de Berkshire Hathaway, et il était évident qu'à un moment, il y avait des écarts qui étaient en train de se former entre la valorisation d'Apple, qui est la première participation de très loin dans toutes les participations de Berkshire Hathaway, et le cours de Berkshire Hathaway. Et donc, cet écart, en fait, s'est corrigé pendant l'été, et il y a eu 2 mois là, superbes. On a fait près de 30% en juillet et en août sur Berkshire Hathaway. 2 sociétés qu'on adore, vous allez me dire, elles sont dans la colonne vente. Oui, c'est comme ça qu'on travaille sur Finaltis Titan, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on adore une société qu'on s'empêche de la vendre. Donc, on n'a aucun doute sur la pérennité du business model de Procter et de Pepsi. En revanche, c'est 2 sociétés qui étaient sur le haut de leur range de valorisation, et on était moins confortable sur ces niveaux de PER, et le PEG qui est précisé là, en fait, c'est combien de fois on achète la croissance. Ce n'est pas des boîtes qui croissent très vite, et quand on commence à devoir payer 5 fois la croissance de PepsiCo, ça nous paraît un peu cher. On pense pouvoir revenir sur cette société dans de meilleures conditions. Toujours beaucoup d'activités en trading, hein, toujours sur cet univers réduit dont a parlé Denis, 150 valeurs. Et Airbus est un titre qu'on travaille beaucoup et qui nous a offert, avec différents allers-retours cet été, une belle contribution de 34 centimes au niveau de la VL. Et on finira sur Titan par une photo du portefeuille tel qu'il se présente aujourd'hui. Donc, vous avez le top 10. Je ne vais pas vous le détailler parce que c'est à peu près toutes les sociétés, on les a citées dans la présentation. 3 thèmes fortement représentés aujourd'hui. Donc, les sociétés systémiques ou les sociétés du reopen. Hein, donc, on en a cité pas mal. On n'a peut-être pas parlé de Royal Dutch Shell, qui est une société qui est intéressante parce que le baril a remonté, Total a beaucoup remonté, Royal Dutch Shell n'a pas remonté.
Nous, on travaille beaucoup les valorisations aussi en regardant les pair trades, c'est-à-dire on exprime en Royal Dutch, en argent total, en argent Exxon. Et si on faisait du pair trading chez Finalty, c'est qu'on devait se mettre long d'un titre et short d'un autre. On aurait très envie d'activer le long Royal Dutch, short total aujourd'hui. Donc voilà, nous, on achète du Royal Dutch. On a un thème très fort sur le paiement aussi, puisqu'on a les trois grands leaders mondiaux du paiement, Visa, Mastercard et PayPal. PayPal qui devient un acteur incontournable, sauf que les marges sont beaucoup plus élevées que chez Visa et Mastercard. Et l'équipement médical, puisque le volume de soins a beaucoup baissé dans tous les pays du monde, avec un système de santé qui a été désorganisé à cause du Covid. Mais on sait que finalement, le carnet de commandes de prothèses de hanche, de pacemaker augmente, parce que malheureusement, quand il faut se faire implanter un pacemaker, Covid ou pas Covid, à un moment, il faut bien que l'intervention se fasse. Et donc, ces sociétés ont été pénalisées en bourse parce que les chiffres étaient décevants, mais on sait très bien qu'il y a beaucoup de visibilité devant et beaucoup de résultats positifs à venir dans les mois qui viennent. Donc, au final, Titan, aujourd'hui, c'est 57% d'exposition action. Et pour arriver à ces 57%, on soustrait de l'investissement en actions, l'exposition qu'on a sur des puts et sur des futurs. Voilà, donc un positionnement prudent pour pouvoir saisir des opportunités face à des baisses de marché et qui pourraient subvenir comme ces derniers jours. Finalty Digital Leader, à présent, un fonds multithématique au sein de la thématique globale de très long terme qui constitue la digitalisation de l'économie et que la crise du Covid a accéléré en faisant prendre conscience à de nombreuses entreprises et de nombreux particuliers du très grand intérêt des différents secteurs de la digitalisation. On peut imaginer, même si c'est douloureux, ce qu'aurait pu être pour beaucoup d'entre nous un confinement sans les outils digitaux et sans l'adoption accélérée que nous avons, pour certains d'entre nous, connus. Bon. Les performances au 4 septembre, donc 17% depuis le début de l'année, et on retrouve en fait sur 5 ans, 17% analysés, pratiquement 18%, ce qui est clairement une surperformance par rapport à la croissance de l'économie mondiale, et c'est normal, puisque cette digitalisation de l'économie touche de nombreux secteurs, de nombreux pays, et représente une surcroissance que Finalty Digital Leader se propose de capter. Alors, on se propose de la capter pas n'importe comment, puisque là encore, notre métier, ce n'est pas seulement de faire de la performance en prenant n'importe quel type de risque, c'est de faire une performance pour un coût du risque qui soit raisonnable. Et la proposition qui est faite aux investisseurs de Finalty Digital Leaders et qui nous honore, c'est de leur confiance, c'est de réaliser la performance la plus élevée possible, certes grâce à la digitalisation, mais sans trop de concentration, trop de risques de crédit, trop de risques de levier dans les bilans. Par exemple, nous ne mettons jamais plus de 4% sur une valeur pour éviter tout risque de concentration. Vous pouvez imaginer que dans un monde très discriminé, où vous avez 5 titres qui dont les capitalisations boursières ont explosé à la hausse, en ayant 4% maximum sur un titre, on l'a, on écrète, on ne l'a pas, on a donc un pari négatif de fait en creux contre le marché. Malgré tout, bien que nous ayons ces règles d'investissement auxquelles nous tenons beaucoup, des règles de prudence qui nous permettent de nous inscrire dans la durée et non pas dans l'explosivité et l'instantanéité de certaines phases de marché, eh bien, nous réalisons cette performance très significative. Donc, une performance rapportée du risque qu'il est important de mentionner, sans prise de risque, que nous qualifierions d'excessive. Alors, qu'avons-nous dans ce portefeuille? Bruno, peut-être quelques mots sur Digital Leader. Le top 10, il y a dans le top 10 des sociétés que vous connaissez bien, d'autres peut-être un peu moins. Je pense à Sony, qui n'est pas un titre qu'on retrouve forcément souvent dans les fonds digitaux. Pour les aficionados du jeu vidéo, il faut savoir qu'il y a une console qui va sortir, qui s'appelle la PS5.
qui sera sans doute la dernière console physique, hein, puisque après on basculera définitivement dans un monde digital. Et là, Sony va taper très fort, puisque ça va être avoir un PC gamer qui serait au niveau des composants qui seront dans la PS5. Ce serait plusieurs milliers d'euros, pour ne pas dire plus. Donc, ce sera vraiment une console qui est déjà pré-réservé, quoi. Ça va être un lancement assez spectaculaire et sur lequel on pense qu'il y aura des volumes très intéressants pour Sony. On a VMware aussi, qui est une société un peu moins connue, qui est une société absolument indispensable pour toutes les entreprises qui souhaitent virtualiser leur infrastructure informatique, donc faire passer leur infrastructure dans le cloud alors qu'elle est sur des serveurs physiques, souvent hébergés dans leur propre bureau, donc un marché considérable. Une des caractéristiques de Digital Leader, comme le disait Denis, c'est la gestion du risque et la diversification. Donc, je pense qu'on est un des rares fonds digitaux à Paris à se limiter sur Google, Alphabet, Facebook, Microsoft, Apple à 15% maximum, puisque voilà, aujourd'hui le GAFAM, on n'a pas d'Apple hein, dans Digital Leader, donc on n'a que 15% ces valeurs-là. C'est plus compliqué quand il n'y a que 5 valeurs qui montent à Wall Street. Quand il n'y a que 5 valeurs qui baissent ou qui baissent très vite, comme en ce moment, c'est très bien. Mais en tout cas, il faut avoir en tête que ces valeurs sont très corrélées aussi. Et donc, quand vous avez des problèmes sur Apple, bah, finalement, ça entraîne la baisse d'Amazon, d'Alphabet. Donc, ça nous paraît très sain. Le fonds fait des croissances, enrichit ses porteurs de manière continue depuis plusieurs années. Donc, comme disait Denis, on a une vision long terme et si on lague le marché pendant quelques semaines, ça ne nous gêne pas à partir du moment où le risque est toujours parfaitement contrôlé. Et d'ailleurs, à ce titre, on a pour la première fois sur ce fonds, suite à une séance absolument explosive sur notre axe logiciel, puisqu'on croit beaucoup au logiciel et au logiciel cloud, Viva, Workday, Coupa, Salesforce, Microsoft, et le jour où Salesforce a pris presque 30% en séance, on en a vendu et on a investi une partie de cet argent sur un put Nasdaq 100. Il se trouve que j'aimerais bien pouvoir vous dire qu'on avait prévu que le Nasdaq allait faire ses 2 pires séances depuis mars la semaine dernière, mais non, on ne l'avait pas prévu. On l'a fait de manière… on a trouvé que le marché, certaines valeurs partaient de manière un peu parabolique, un peu malsaine. En fait, ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est la très forte hausse des titres Apple et Tesla après le split. Faut-il rappeler que le split ne crée pas de valeur pour l'actionnaire, c'est une division par 4 ou par 5 du titre, et on a vu des espèces de légendes urbaines enflées sur Internet où des gens disaient que si on avait une action Tesla, Elon Musk nous en donnait 4 supplémentaires, n'importe quoi. Il n'en reste pas moins que la hausse était réelle et que là, le retour à la réalité est assez violent pour Tesla en particulier, et même pour Apple, qui sont en train d'effacer cet effet split qui était absolument scandaleux sous l'angle de l'investisseur rationnel. Et pour finir, un mot sur Salesforce. Donc, il y avait beaucoup de craintes dans le cadre de la crise du Covid sur la capacité des directeurs informatiques à maintenir des niveaux de budget et des niveaux d'investissement dans le logiciel importants. Là, on vous a mis quelques chiffres du Gartner Group sur effectivement le creux qu'il va y avoir sur 2020 en termes d'investissement logiciel. Mais quand vous êtes sur les logiciels de demain, donc les logiciels du cloud, bah en fait, ce ralentissement 2020, vous ne le sentez quasiment pas, hein, ce qui a été le cas sur Salesforce, qui a littéralement explosé les attentes du marché il y a 2 semaines, ce qui explique le mouvement dans la journée finalement assez justifié, hein, compte tenu de l'écart très fort entre les attentes qui étaient déjà élevées sur la société et ce que le titre a réalisé. C'est une société absolument remarquable qui fait preuve d'une agressivité commerciale incroyable et qui a des produits dont les entreprises du Fortune 500, les plus grandes du monde, ont besoin. Voilà. Donc, on a gardé du Salesforce, on en a vendu, investi une partie de cet argent sur un put, mais on a gardé cette société auquel on croit beaucoup pour les années à venir.
Le choix qu'on a fait pour cette présentation, c'est sur Finaltis Digital Leader, c'est de se concentrer exclusivement sur le premier thème du portefeuille. On est bien entendu à votre disposition pour évoquer le reste du portefeuille et l'ensemble de la gestion. Bon, c'est un parti pris, on est dans un temps limité et on ne voulait pas risquer de déborder. En parlant d'agenda et de calendrier, je ne sais pas s'il nous reste suffisamment de temps pour prendre, on a une dizaine de minutes, donc pour prendre des questions qui seraient arrivées sur le chat ou arriveraient sur le chat. Quelles pourraient être ces questions? Est-ce qu'on a une question? Oui, alors une question par rapport à la gestion qu'on a pu avoir d'Apple. Alors c'est une question qui vaut pour l'ensemble de notre gestion. Ça fait des mois qu'on a, enfin vous le savez, certains de nos investisseurs le savent, que nous ne sommes plus sur Apple, alors qu'on a été très présent sur Apple et qu'on a été présent alors que Apple était détesté par le marché. Et on passait pour, dans certains cas, j'ai un investisseur très sympathique qui nous a dit qu'on était des Mickey sur Apple, ce qui nous a fait plaisir parce que Disney c'est une belle boîte. Et en l'occurrence, on a lâché la valeur Apple. La question c'est pourquoi, Bruno? Alors, Apple est une société qui a une croissance finalement assez faible par rapport aux autres grands acteurs du GAFA. Hein. Le chiffre d'affaires d'Apple croît autour de 5 à 6%. Et ce qui s'est passé sur ce titre, entre le moment où il était détesté, comme le disait Denis, donc nous on en avait beaucoup fin 2018, on l'a acheté même avant et après le profit warning qu'avait fait Tim Cook à ce moment-là. À l'époque, la société se payait 10 fois les résultats. Aujourd'hui, elle se paye 35 fois les résultats. Voilà. Donc, il ne s'est rien passé de vraiment transformant. Tim Cook a été très habile pour faire rentrer dans le marché l'idée que demain, Apple serait une société de services et non plus une société d'hardware. Nous, on achète une partie de cette histoire. Hein. C'est pour ça qu'on reviendra sur Apple. C'est une superbe société. Et d'ailleurs, on a profité sur Titan, notamment. On avait dû Apple jusqu'à 25 fois les résultats. Et puis ensuite, on a confié la patate chaude à Warren Buffett, qui nous a emmené encore cet été. Et bien sûr, on a profité au travers de Berkshire Hathaway de l'envolée d'Apple. Mais voilà, il faut avoir de la discipline dans l'investissement et ce changement de statut d'Apple où on payait 1 euro de résultat 3 fois et demi plus cher en 2020 qu'en 2018 nous paraît un peu exagéré. Et on pense que, vu les niveaux de croissance d'Apple, il nous semble sain que ce titre n'aille pas se balader au-dessus de 30 fois les résultats. Voilà, donc c'est une superbe société. Là, on la regarde baisser et on déclenchera, mais ça nous paraît un peu tôt aujourd'hui. Une autre question peut-être. Alors une question un peu dure, mais on aime les questions difficiles. En tout cas, elle est cruelle pour nous. C'est Tesla. Tesla, dont on a dit et répété qu'on ne pouvait pas en avoir dans les portefeuilles, dont on n'a jamais eu dans les portefeuilles, pour des raisons ne serait-ce que liées à une règle sur laquelle on ne transige pas chez Finaltis, que ce soit en Finaltis Titan ou Finaltis Digital Leader, sont les cash flows positifs. Et Tesla est passée en cash flow positif parce qu'elle a vendu des crédits carbone, il faut dire les choses, lors du dernier trimestre. Ceci étant, c'est un parcours boursier remarquable que la baisse violente, certes, des 3 dernières séances n'efface pas, loin s'en faut. Donc c'est cruel en relatif de ne pas avoir Tesla, c'est un pari négatif dans notre portefeuille. Même si on en avait eu, on aurait limité la position de toute façon à un maximum de 4% et on aurait, vu le parcours de Tesla, réalisé une sous-performance du fait de ce cap sur nos positions. Mais pourquoi pas de Tesla? Pourquoi toujours pas de Tesla alors même que c'est devenu free cash flow positif? Bon, amende honorable peut-être chez Finaltis, mais néanmoins, respect intransigeant des règles. En fait, on essaie de travailler, et on n'essaie pas, on travaille dans notre cercle de compétences. Tesla n'était pas dans notre cercle de compétences. Il fallait, je pense, pour comprendre le degré de maturité industrielle du groupe, aller chez Tesla directement. C'était très, très compliqué de comprendre qu'en fait, on n'avait pas affaire à un constructeur automobile, mais qu'on avait affaire à une société de logiciels.
Donc voilà, on a énormément d'admiration pour ce que fait Elon Musk dans ce domaine-là et dans les autres. Il y aura l'introduction en bourse de SpaceX l'année prochaine. Mais voilà, c'est vrai que le positionnement de Finaltis, c'est d'être une maison très action, parce qu'on vous parle, vous l'avez remarqué, quasiment que d'action. Mais notre positionnement sur la place de Paris, c'est d'être sans doute l'investisseur en action le plus prudent qui soit, et on ne dérogera pas à cette règle dans les semaines et les mois et les années qui viennent. Tout à fait, tout à fait. Donc, Tesla n'est pas un constructeur automobile, en tout cas tel qu'il est jugé par la bourse aujourd'hui. C'est un fabuleux moyen d'appréhender et d'anticiper le futur. Et nous qui raisonnons, comme Bruno l'a dit, régulièrement dans une logique de pair trade, où on adore valoriser un titre, contre-valoriser un titre, exprimé en monnaie d'un autre titre qui nous semble comparable, quel que soit le constructeur automobile, et a fortiori un constructeur automobile titan avec lequel on pouvait comparer Tesla, par exemple BMW. BMW, c'est moins cher, c'est très bien, c'est des cash flows très positifs et ce n'est pas en retard du tout, au contraire, sur l'électrification et l'hybridation, en tout cas, de sa gamme. Donc ça nous semble ici et maintenant, ça nous semblait ici et maintenant un bon choix. Mais bon, la bourse a toujours raison, les marchés ont toujours raison, et en l'occurrence sur Tesla, on a eu tort. Est-ce qu'on a le temps d'une autre question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a plein d'autres questions, mais en l'occurrence, bon, pour respecter le calendrier qui nous est imparti, ce que je vous propose, c'est qu'on réponde à ces questions aux personnes qui nous les ont posées. On répondra par email ou par téléphone au choix. On a les noms de ceux qui ont posé les questions et donc on peut répondre. N'hésitez pas à continuer à alimenter discrètement ou moins discrètement le chat et on y répondra. Cette présentation n'est pas une fin en soi. On n'a absolument pas peur de la transparence chez Finaltis. Et en l'occurrence, l'acte premier de transparence, c'est d'enregistrer nos propos et de les poster sur notre site internet. Donc, comme on l'a fait jusqu'à présent, cette présentation que nous venons d'avoir et cette réunion virtuelle que nous avons ce soir ensemble sera postée sur le site de Finaltis. Peut-être pas ce soir, laissez-nous un peu de temps pour le faire et ce sera probablement le cas, ce sera certainement le cas demain. Donc vous pourrez, si vous le souhaitez, la rediffuser, la réécouter, en tout cas les morceaux qui peuvent vous intéresser. N'hésitez surtout pas à nous poser des questions, à Bruno, à moi, à l'ensemble de l'équipe, et on y répondra bien volontiers. Et j'ajouterai un dernier mot, merci aux investisseurs qui nous ont à nouveau renouvelé leur confiance en août, qui est un mois généralement creux, rarement sur les marchés, il se passe souvent beaucoup de choses, mais creux en matière de souscription et de rachat. Et plusieurs d'entre vous nous ont témoigné de leur confiance par des souscriptions dans nos fonds Finaltis Titan et Finaltis Digital Leader. Donc, merci beaucoup pour cette confiance. On y est, soyez-en sûrs, très sensibles. On vous souhaite une bonne fin de journée et on vous dit rendez-vous au plus tard le mois prochain pour notre prochaine visio mensuelle. Merci à tous.